À toutes et à tous, avec Xavier Guchet, donc on est ravis de participer à cette journée en invitation à une autre journée qu'on avait organisée, où on avait invité Monsieur de Vauchel il y a quelque temps dans le cadre de l'Alliance Sorbonne Université, où on avait déjà abordé ces thématiques. Et là, on vous propose alors, c'est pas vraiment un dialogue, on aurait bien aimé, mais on n'est pas encore assez, assez avancé par rapport à ça. Mais en tout cas, une vision double de la bioingénierie, donc avec des aspects plus technologiques que je vais couvrir, et puis des aspects et des questions philosophiques que Xavier abordera par la suite. Et je pense que ça fait pas mal d'écho à ce qu'on a entendu déjà ce matin. Donc, moi, je suis bio-ingénieure, chercheuse en bioingénierie. Donc, je vais vous parler de la partie plutôt scientifique et technologique de ce projet d'étude. Alors, bon, vous ne voyez pas les titres, malheureusement, mais donc la question, c'est réparer l'humain par bioingénierie. Quelles sont les approches possibles? En tout cas, la question, c'est à quel moment l'ingénieur ou le chercheur en ingénierie va pouvoir intervenir dans ces notions de suppléance ou de réparation d'organes. Donc ça, je vous présenterai ensuite deux exemples qui croisent mes recherches, un sur le foie et l'autre sur les applications dans le domaine de l'ingénierie tissulaire osseuse. Et cette diapo-là est assez générique et peut concerner tous les organes. Donc, l'idée, c'est de dire que quand on est face à une déficience d'organes, il peut y avoir plusieurs réponses. La réponse, je dirais, initiale est celle qui est à favoriser et ce qu'on pourrait appeler en mécanique un échange standard, hein, c'est-à-dire qu'on va enlever la pièce déficiente et on va la remplacer par une pièce fonctionnelle. Donc, vous pouvez imaginer le moteur de votre voiture. Ça, c'est typiquement ce qu'on pourrait caractériser de transplantation dans un cadre mécanique. Alors, on pourrait croire que c'est simplement le champ de la chirurgie et des chirurgiens, mais de plus en plus, on peut aussi venir intervenir sur le tissu ou l'organe à transplanter, en le perfusant, par exemple, pour soit améliorer les conditions de transport du site du donneur au receveur, soit pour même, dans certains cas, essayer d'améliorer l'état du greffon. Donc, dans le cadre du foie, par exemple, on va chercher à améliorer l'état de greffons qui sont stéatosiques, donc qui sont du foie gras, entre guillemets, en essayant de les dégraisser, de les défatter, comme on dirait de façon très en mélangeant l'anglais et le français, avant la transplantation. Donc là, on a besoin aussi d'ingénieurs pour ces machines de perfusion. Une autre approche est celle plutôt d'essayer de favoriser la régénération de la structure, ce qu'on a entendu ce matin éventuellement avec des biomatériaux. Hein, donc, et c'est vraiment quelque chose de flagrant. On n'a jamais pensé que ces biomatériaux dont on va essayer de faire quelque chose qui est aussi semblable que possible à un os natif, bah, ça peut poser des problèmes en radiothérapie. C'est une grosse découverte pour nous. Je pense qu'il va falloir qu'on transmette ces éléments-là aux ingénieurs du domaine. La régénération de la structure, ça peut passer aussi par des thérapies cellulaires. Je ne rentrerai pas du tout dans ce détail parce que ce n'est pas notre champ d'expertise. Ou sinon, donc d'autres façons d'envisager ces remplacements d'organes déficients, c'est d'essayer d'identifier les fonctions des organes et à ce moment-là de les remplacer. Et on va parler d'organes artificiels. Donc, je vous montrerai que ça peut marcher, mais il y a aussi certaines limites. Ou alors, dans une vision encore plus globale et plus ambitieuse, bien entendu, d'essayer de reconstruire ce tissu ou cet organe au laboratoire avant de le réimplanter ou avant de l'utiliser d'une façon ou d'une autre avec le patient. Donc, on va parler d'approches qu'on va qualifier de structure-fonction avec différents mots-clés. Maintenant, on parle de bioconstruction, on parle d'ingénierie tissulaire, avant on parlait d'organes bioartificiels. Donc, qu'est-ce que cette bioconstruction? Si on veut la décliner de façon un petit peu générique, eh bien, on va avoir besoin, donc, pour reconstruire ce tissu, cet organe, de cellules. On aura besoin de biomatériaux. Et puis, dans le cadre d'un certain nombre de recherches, et des recherches qu'on défend, on aura besoin aussi de bioréacteurs. Alors, si on veut faire des analogies, si on pense à la construction de l'Institut, par exemple, hein, puisque c'est un plaisir d'être ici pour la première fois, eh bien, on peut se dire que finalement, si on veut reconstruire un organe qui serait un ensemble, on va avoir besoin d'ouvriers. Hein, quelque part, ça va être les cellules de notre organisme. On va avoir besoin d'un environnement, d'une maison favorable
certainement l'Institut ici, donc, qui pourrait être qualifié de biomatériaux. Et puis, on va avoir besoin aussi d'interactions importantes entre le milieu extérieur et l'intérieur. Et ça peut se faire par le biais de bioréacteurs, donc ce que j'ai schématisé ici par la ville. Donc, l'idée, c'est qu'on peut travailler sur l'ensemble de ces domaines. Il y a des recherches dans l'ensemble de ces domaines. En ce qui concerne les biomatériaux, on va chercher à donner le meilleur environnement possible aux cellules. Et donc, des progrès sont très conséquents dans le domaine en travaillant sur des aspects de microstructuration, de nano-fonctionnalisation, etc. Donc, il y a un champ de recherche absolument très important dans ce domaine. Dans le domaine de la biologie cellulaire aussi, bien évidemment, avec l'avènement des cellules souches que l'on peut maintenant utiliser pour ces perspectives d'ingénierie tissulaire. Et aussi en ce qui concerne les bioréacteurs, avec cette idée que dans le corps humain, les cellules ne sont pas stagnantes, ne sont pas flottantes, elles sont déjà liées les unes aux autres, mais aussi elles sont soumises à des forces mécaniques, à des contraintes. Et ces contraintes, on peut justement bénéficier des bioréacteurs pour les exercer, donc pour essayer de reconstruire au laboratoire sur la paillasse des objets qui soient aussi proches que possible de l'organe natif. Alors, c'est vraiment un changement de vision par rapport à cette notion d'organe artificiel où on cherche à identifier des fonctions et à mimer ou à trouver des moyens de remplacer ces fonctions. Là, on oublie un petit peu ce mode de pensée pour finalement se dire que le cœur actif dans un tissu, ce sont les cellules. Et l'objectif, donc, ça va être d'offrir le meilleur environnement possible à ces cellules en essayant de mimer au mieux aussi l'architecture du tissu, avec des questions qui se poseront une fois qu'on aura conçu ces dispositifs. Ça va être celle de la validation, finalement, puisqu'il faudra s'assurer que des propriétés que l'on cherchait ou des fonctions que l'on cherchait, mais que finalement, on s'est imaginé nous-mêmes, puisqu'on s'est fixé aussi un modèle en quelque sorte, et bien finalement, vont bien être obtenues à l'issue de notre processus de reconstruction. Alors, pour illustrer ce propos, je vais prendre deux exemples. Comme je vous le disais, le premier, c'est le foie. Alors, ce n'est pas le plus simple. Le foie, c'est une architecture très complexe par rapport à d'autres types de tissus. Je vais aller quand même assez vite, puisque le temps m'est compté par rapport à l'ensemble. Mais bon, donc pour vous dire que le foie, on va s'intéresser à sa connexion avec les autres organes du corps et au sein du corps par le biais notamment de la circulation sanguine. Et il y a une double perfusion au niveau du foie. Et puis, quand on va regarder la structure de l'organe, on va voir qu'en fait, on est face, sur le plan de l'architecture, à des unités qui se répètent en termes de structure, mais qui sont aussi des unités fonctionnelles. Et quand on va, donc ce sont les lobules hépatiques, et puis quand on va venir zoomer et regarder plutôt au niveau cellulaire et de l'organisation cellulaire, on va retrouver des agencements autour de capillaires dans lequel on va avoir donc l'écoulement sanguin en contact avec des cellules qui sont assez spécifiques, qui sont des cellules fenestrées au niveau de la paroi des capillaires, une matrice extracellulaire qu'on appelle l'espace de 10, et puis les hépatocytes qui sont vraiment les éléments fonctionnels de notre foie pour un certain nombre de fonctions, avec une architecture très très complexe aussi en termes de vascularisation notamment, que ce soit pour les voies sanguines, mais aussi pour les voies biliaires. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans cette organisation, elle est aussi responsable de fonctions très particulières. Donc, si on regarde au niveau du sinusoïde hépatique, donc, où on va avoir du sang qui est un mix en fait, de sang artériel et de sang veineux, donc quand même assez bien oxygéné et avec beaucoup de nutriments qui vont rentrer dans ce sinusoïde hépatique, on va avoir un appauvrissement le long de ce sinusoïde, ce qu'on appelle un phénomène de zonation, pour sortir avec un sang veineux, donc faiblement oxygéné. Et ce phénomène de zonation, il est en lien avec des activités des cellules qui sont totalement différentes, bien que ce soit a priori le même type cellulaire, que l'on soit à l'entrée ou à la sortie de ce sinusoïde. Donc vous voyez, si on veut reproduire tout ça, vraiment on est sur une complexité très, 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 très forte. Alors, on peut essayer de contourner un petit peu le problème en se disant que finalement, il faut repartir de la structure, de la vraie structure. Et il y a des approches en ingénierie tissulaire qui consistent à décellulariser l'organe avant de le recoloniser. Je le présente, mais je dois dire que je ne crois absolument pas à cette approche parce que décellulariser un organe, vous voyez que c'est assez facile, on met des détergents et on va bien retrouver l'architecture de ce foie.
Mais on imagine bien qu'on va réinjecter des cellules dedans, ça n'a rien à voir avec la façon dont le foie il s'est construit au sein de notre organisme. Et il y a quand même fort peu de chances, en tout cas à l'échelle d'un gros organe, que les bonnes cellules retournent au bon endroit pour venir coloniser l'ensemble de ce foie. Mais enfin, cela dit, ça c'est des approches qui sont très en vogue à l'heure actuelle, enfin, en tout cas depuis une petite dizaine d'années. Nous, on a préféré d'autres options qui sont plutôt d'essayer de refavoriser les interactions cellules-cellules, l'auto-organisation. C'est un petit peu aussi dans des approches où on pourrait s'inspirer de l'embryologie, hein, donc pour pouvoir essayer de rebooster, enfin, en tout cas de favoriser des conditions dans lesquelles les cellules vont être fonctionnelles. Donc, les cellules hépatiques, elles ont besoin d'être polarisées, par exemple. Et elles ont aussi besoin donc, de s'organiser les unes par rapport aux autres. Et ce qui est intéressant dans le modèle qu'on avait développé, c'est qu'on isolait les différentes populations cellulaires du foie et ensuite on les remettait ensemble pour faire ce qu'on appelle des sphéroïdes en les laissant s'auto-organiser. Et ce qu'on a observé, c'est que les cellules endothéliales, elles sont venues naturellement, entre guillemets, c'est-à-dire que on n'a pas fait de séquence, hein, de mode de fabrication. Elles se mettent naturellement autour des sphéroïdes formés plutôt d'hépatocytes. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça, c'est intéressant, finalement, si on se dit qu'elles vont protéger les cellules et médier les interactions avec le milieu externe. Et on retrouve, si on fait des coupes enfin, une anatomopathologiste qui faisait des coupes, a bien retrouvé ces différents types cellulaires. Alors, ce n'est pas un foie, hein, ce n'est pas un tissu hépatique complet, mais en tout cas, on voit bien que ces différentes populations sont présentes. Ensuite, il va falloir mettre l'ensemble de ces cellules dans un environnement favorable. Et nous, on a choisi de les encapsuler dans des billes d'alginate. Et puis se pose la question encore plus vaste pour un ingénieur de comment est-ce qu'on va mettre en contact ces cellules encapsulées avec le patient. Et dans cette application particulière qui est pour le traitement d'une insuffisance hépatique aiguë, on a choisi, et c'est l'approche qui est choisie avec les cliniciens et avec les réanimateurs, de ne pas implanter ces cellules. Donc, on ne va pas recoloniser le tissu hépatique, voire même implanter ces cellules ailleurs. On va plutôt les utiliser dans un circuit extracorporel, un petit peu comme une dialyse rénale finalement, parce qu'on pense que c'est un traitement à court terme. Donc, un traitement à court terme, il n'y a pas nécessité de cette implantation. Par contre, il faut vraiment favoriser ces échanges. Donc, si on fait très vite un résumé de tout ce qu'il faut faire pour finalement produire un foie qui reconstruit, qui va servir de suppléance à un foie déficient, eh bien, on aura des étapes de collecte, de prolifération des cellules, de différenciation si ce sont des cellules souches, éventuellement des étapes d'agrégation, comme je vous les ai montrées, d'encapsulation. Ensuite, il va falloir penser que ce dispositif qui est censé avoir les fonctions hépatiques, eh bien, on ne va pas forcément avoir un patient tout de suite à traiter. Donc, il faut avoir des stocks et on va avoir besoin de cryopréserver ces cellules encapsulées avant d'envisager l'usage dans un circuit extracorporel externe en passant par ces bioréacteurs. Donc, vous voyez que c'est un certain nombre d'étapes très complexes, hein, ce qui fait que ce type d'approche, ce type de tissu reconstruit, ça s'appelle des médicaments combinés de thérapie innovante, parce qu'en fait, on combine un dispositif artificiel, la machine extracorporelle, avec du vivant. Et donc, sur le plan réglementaire, on tombe dans une classification très précise et qui est plutôt dans le champ du médicament. Donc ça pose un certain nombre de questions, que ce soit sur le plan réglementaire ou éthique. Quel type de cellules seront utilisées pour une application en clinique? Comment valider le modèle, notre modèle finalement? On fait un modèle, mais ensuite on doit valider sa fonctionnalité avec d'autres modèles qui sont des modèles qu'on appelle précliniques, pour ne pas dire modèles animaux. Mais il y a un certain nombre de questions qui se posent, notamment quand on utilise des cellules humaines qu'on va tester chez des animaux. Ensuite, quel type d'essai clinique on aura à mettre en œuvre pour valider le système? Et enfin, pour quel type de patient? Vous voyez que ça, c'est juste pour ouvrir les questions que Xavier pourra aussi aborder de son côté juste après. Et puis, deuxième exemple qui, lui, fait écho aux travaux qu'on a menés donc, de longue date, hein, avec l'équipe du professeur De Vauchel au sein de l'Institut Fairfax et puis aussi en collaboration avec le laboratoire à l'UPJV, lymphocytes normales et pathologiques et cancers, qui était donc là sur la reconstruction au niveau donc, de la face, hein, et ces questions aussi
biomatériaux ou de matériaux biohybrides, incluant des cellules, pour remplir ces questions en chirurgie maxillo-faciale. Donc là, on est vraiment parti des besoins des cliniciens et d'une rencontre avec Monsieur Devauchel qui était venu voir ce qu'on faisait à Compiègne par rapport à ça, où on essayait donc de reconstruire des tissus osseux à partir de granules d'hydroxyapatite, et on lui a montré des feuillets en fait qui correspondaient absolument pas à un os, mais ça vous intéressait, voilà, parce que c'était très malléable, on pouvait les mettre en forme. C'était une vision complètement. Nous, on était très déçus de ce qu'on avait, parce qu'on trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup de tenue mécanique, c'était pas solide comme un os. Et en fait, la vision du chirurgien nous a dit qu'il fallait continuer dans ce domaine-là, et on a continué à essayer de faire des feuillets avec d'autres approches, notamment de ce qu'on appelle de l'électrospinning. Donc, on s'est vraiment intéressé au procédé de fabrication. Donc, il y a des étapes de développement du matériau. Donc là, on est vraiment sur plutôt du génie mécanique, du génie des matériaux. L'obtention de cellules souches, pas forcément facile, et encore à l'hôpital, c'est quand même un endroit où on peut avoir accès à ce type de cellules. Et puis, implanter tout ça dans des cultures en bioréacteurs que vous voyez ici, qu'on a pu acquérir par le biais de l'équipe ex-Figure notamment. Et à partir du moment où on a obtenu ce tissu, s'est posé la question, encore une fois, de la validation in vitro, mais aussi validation in vivo, avec cette démarche vraiment d'essayer d'être quand même très biomimétique. Donc, ce biomimétisme, on l'a introduit par l'étude, la compréhension de comment a été fait un os à différentes échelles. Et les échelles qui nous ont intéressés, nous, c'est d'une part l'échelle de l'ostéon, donc on est plutôt sur quelques centaines de microns, où on a une structure en nid d'abeille. L'ostéon ressemble à un nid d'abeille. Et si on va plus finement au niveau microscopique ou même nanométrique, eh bien, on voit que ces nids d'abeilles dans l'os, ils sont formés de fibres de collagène, mais ces fibres de collagène sont aussi associées à des cristaux d'hydroxyapatite. Donc, c'est ça qu'on a essayé un petit peu de reconstruire au laboratoire par ce procédé d'électrospinning dont je vous parlais précédemment. Donc, pour faire la structure en nid d'abeille, on a utilisé des systèmes de moulage ou de réceptacles qui étaient microstructurés, qui avaient cette forme hexagonale qui ressemble à un nid d'abeille. L'électrospinning permet de venir déposer un polymère, des fibres de polymère sous un fort champ électrique sur le template, sur le moule que l'on a fabriqué. Et puis, donc, on peut déposer une première couche de fibres, et puis ensuite, on va venir déposer par électrospraying de l'hydroxyapatite, et ainsi de suite. On vient empiler les couches les unes sur les autres. C'est ce que continue à faire notre Nicolas ici, pour avoir ce matériau donc, qui est assez biomimétique. La question après, c'est comment vont se comporter les cellules au contact de ce matériau. Et donc là, on a mené un certain nombre d'études. Je ne vais pas avoir le temps de vous les décrire ici. Ce qui est important, c'est qu'on est allé jusqu'à l'étude préclinique, et grâce au travail avec Marie Nodo, qui est ici aussi, donc pour justement se poser la question de savoir si ça valait le coup ou non de mettre des cellules finalement dans ce matériau qui était déjà très structuré. Et donc, il y a eu une très belle étude de mener qui a permis effectivement de montrer que donc sur un modèle de défaut calvarien, je ne sais pas comment on dit en français, donc des trous dans la boîte crânienne. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on a le témoin qui lui, n'est pas traité en comparaison de l'autre cavité qui, elle, va être remplie soit du matériau seul, soit du matériau avec des cellules. Eh bien, Marie a pu montrer que la cicatrisation se faisait plus rapidement quand on équipait le matériau de cellules. Donc tout ça, voilà, c'est encore une fois du travail en cours, hein, donc sur lequel on continue bien entendu ces collaborations, avec les questions qui finalement on peut se poser nous en tant qu'ingénieurs, et en lien avec à la fois le contexte réglementaire et le contexte clinique, qui est de savoir si finalement, quand les différentes approches que je vous ai montrées, est-ce qu'on n'a pas intérêt à rester plutôt dans le domaine de la reconstruction avec simplement des biomatériaux, parce que dans ce cas-là, on est quand même assez, je dirais, c'est assez simple à mettre en place, dans le sens où on est dans la réglementation du dispositif médical, même si cette réglementation, elle s'est aussi durcie. Par contre, on voit que dans tous les cas, c'est toujours moins performant. Donc, et puis, est-ce qu'il faut aller au contraire vers le substitut hybride, qui lui est un médicament de thérapie innovante, donc qui est une autre classification sur le plan réglementaire, qui est plus long
j'ai mis à valider, mais déjà à développer, bien entendu, vous l'aurez compris, mais qui permet une meilleure intégration. Donc ça, c'est des questions ouvertes un petit peu, hein, et qui permettent de susciter ce dialogue avec les différentes parties prenantes de ces gros projets. Voilà, je vais laisser la parole à Xavier pour ensuite avoir une autre vision sur ce travail et pouvoir l'élargir. Merci beaucoup, Cécile. Bon, une autre vision est la même, presque. On se connaît depuis plusieurs années avec Cécile, on travaille ensemble depuis plusieurs années. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont effectivement ces enjeux d'ingénierie autour de l'organe, enfin de tout ce qui concerne les techniques d'accompagnement à la transplantation et à la reconstruction d'organes. Je partirai de deux témoignages. Un témoignage d'une anthropologue qui a interviewé des ingénieurs impliqués dans la fabrication de valves cardiaques, hein, dans le contexte de construction d'un cœur artificiel, et puis un témoignage d'un médecin que connaît bien Cécile, puisqu'il s'agit du coordinateur du projet dans lequel Cécile a été impliquée, de reconstruction d'un foie avec différents volets. Et puis je terminerai par, à partir de ces deux témoignages, par quelques considérations sur la notion d'organe elle-même qui me paraît aujourd'hui complètement remaniée, transformée par ces nouvelles approches. Premier témoignage donc d'une anthropologue, Leslie Sharp, dans un livre consacré alors à plusieurs volets de l'imaginaire de la transplantation. Et l'un de ces volets concerne donc le domaine de l'ingénierie cardiaque, avec plusieurs interviews réalisées auprès d'ingénieurs de ce domaine et trois éléments principaux qui ressortent de ces entretiens, trois enseignements qui ressortent de ces entretiens. Premièrement, ce que constate Sharp, c'est que massivement, les ingénieurs de ce domaine continuent de véhiculer la représentation du corps humain comme une machine composée de parties remplaçables. Le cœur est une pompe. Le cœur est une pompe. Notre travail consiste à fabriquer une pompe. Le cœur, bien sûr, n'est pas une pompe, mais pour les ingénieurs, manifestement, de ce domaine, le cœur reste conçu comme une pompe constituée de pièces détachées et cœur lui-même, pièces détachées d'un ensemble plus vaste. Deuxièmement, ces parties ne sont pas optimales. Ces parties ne sont pas optimales, il est toujours possible de les améliorer. On a affaire à la nature a bien fait le travail, mais on peut quand même aller plus loin, pourquoi pas, et envisager d'optimiser ces parties. Et troisièmement, ce corps machine réparé, voire amélioré, dont certains organes ont été remplacés par des dispositifs artificiels, doit être oublié comme corps réparé, technicisé. C'est-à-dire que l'idéal des ingénieurs est de faire en sorte que le résultat de leur travail devienne inapparent. Un bon organe est un organe qui n'apparaît pas. Et donc, la finalité du travail de l'ingénieur, c'est de rendre ces dispositifs les plus naturalisés possibles, les plus inapparents possibles. Trois enseignements que contraste le second témoignage, ou plutôt que le second témoignage confirme, mais en montrant à quel point cette vision d'ingénieur peut être contraire à celle donc, du médecin, puisque le second témoignage vient d'un médecin coordinateur donc, de ce projet de reconstruction du foie. C'est un hépatologue, un médecin hépatologue qui travaille au centre hépatobiliaire de l'hôpital Brousse à Villejuif. Et ce médecin confie son inquiétude au coordinateur de ce projet, confie son inquiétude en proposant une expérience de pensée morale. Et si nous disposions, dans un horizon plus ou moins lointain d'un foie reconstruit en tout point identique au foie humain, ce qui est l'objectif attendu de ce type de projet. L'expérience de pensée morale amène donc le médecin à réfléchir à ce qui se passerait, à ce que l'on peut anticiper. Eh bien, si nous disposions d'un foie reconstruit, dit-il, nous risquerions de voir d'une part se répandre les demandes de transplantation de ce type d'organes, y compris dans des cas que ne justifieraient pas une urgence thérapeutique, comme une insuffisance, non pas rénale, mais enfin une hépatite fulminante. Et d'autre part, on risquerait de voir se diffuser largement, être opérationnalisée, confirmée, cette représentation du corps-machine qui amènerait finalement les patients à perdre, ou les humains en général, à perdre la capacité à expérimenter au sein de leur propre corps, dans leur existence, le sentiment de leur propre mortalité. Si mon corps est une machine dont chaque pièce est remplaçable indéfiniment, à mesure qu'elle s'use, eh bien, l'expérience de la mort, finalement, et de sa propre mortalité devient problématique, en tout cas risque de s'effacer
de l'expérience, du champ de l'expérience humaine. Et pour le médecin en question, cela risquerait de nous faire rompre avec notre condition fondamentale. Donc la conclusion sur la base de cette inquiétude, c'est que, et aussi surprenant que ça puisse paraître, mieux vaut que le projet ne réussisse pas. Alors, je nuance tout de suite. Non pas mieux vaut que le projet soit un échec absolu, mieux vaut être prudent et aboutir à des résultats partiels qui sont déjà un grand succès, qui seraient un grand succès si on est capable de répondre à des besoins cliniques. Le clinicien n'a pas forcément besoin de transplanter un foie complet ou de disposer d'un foie complet, suivant toutes les fonctions du foie, mais il peut avoir besoin, je cite le médecin en question, d'un petit bout d'arbre béliaire, de quelques lobules, pour exécuter certaines fonctions dans un cadre contextualisé, limité, répondant à des besoins précis. Donc, des succès partiels, ce serait déjà très bien, mais peut-être évitons d'aller jusqu'à la pièce détachée sur étagère, susceptible d'avoir ses conséquences en termes d'expérience humaine problématiques. Et puis, dernière conclusion, ou plutôt constatation du médecin en question, aller vers un organe complètement naturalisé, invisible, risquerait, encore une fois, de renforcer cette perte du sens de la mortalité du corps. Mieux vaudrait, au contraire, conserver une sorte d'orthogonalité entre le foie ou les pièces du foie reconstruits, issus du travail de l'ingénieur, et le corps biologique, chercher au contraire à maintenir la distance entre le biologique et le technique, faire en sorte que la dimension technique de l'organe reconstruit reste toujours présente à la conscience des personnes, des patients, ne pas chercher, donc ça c'est moi qui traduis comme ça, l'acceptabilité à tout prix de ces dispositifs, ce qui peut paraître là aussi tout à fait contre-intuitif par rapport à cette exigence qui semble évidente d'aller vers des technologies les plus acceptables par leurs destinataires. Deux témoignages donc qui semblent mettre en avant des points de vue complètement différents, même opposés. On n'est pas très surpris, d'un côté l'ingénieur, de l'autre un médecin. L'ingénieur sans conscience presque, de l'autre le médecin vigilant, qui appelle à la prudence. On a là un schéma extrêmement classique, et finalement les deux, l'ingénieur et le médecin, semblent dire exactement la même chose, c'est-à-dire confirmer ce schéma classique que vous connaissez, je pense. On en a encore parlé ce matin. Il y a bien sûr tout le travail de l'ingénieur, mais aussi du chirurgien qui consiste à réparer une machine, qui consiste à remettre en fonction, qui consiste en fonctionnement, qui consiste à s'assurer de la cohérence entre des structures et des fonctions. Et puis de l'autre côté, il y a le point de vue du psychologue, de la psychologue ou psychiatre, du philosophe éventuellement, de l'anthropologue, qui consiste à rappeler à l'ingénieur, et c'est ce que fait Sharp, attention, le corps humain n'est pas qu'une machine, mais c'est aussi le site d'une épreuve des souffrances, et donc ne pas oublier dans le travail d'ingénierie le destinataire final qui peut souffrir aussi de ce que fait l'ingénieur, ou alors le corps, site d'une expérience ontologique, métaphysique forte, celle de notre propre mortalité, comme le rappelle le médecin. Donc un corps unique, certes, nous avons un corps, pas deux, mais constitué de deux couches, hiérarchisées l'une par rapport à l'autre, une sorte de corps, pardon, il y a une erreur sur la diapositive, mais corps sujet, c'est-à-dire corps vécu, corps investi de valeur, de préférence subjective, et puis de l'autre côté, bien sûr, non pas le corps sujet, mais un corps objet susceptible de donner prise aux stratégies de réparation, de transplantation, voire d'amélioration. Dans la seconde partie, là, rapidement, puisque le temps manque, mais on pourra en discuter, je voudrais essayer d'argumenter dans le sens que ce schéma-là, cette conception bicouche du soin qui situe de part et d'autre de ces deux couches, finalement, les arguments de l'ingénieur, les arguments du médecin, du sujet et de l'objet, est en train de voler en éclats face au déploiement de cette gamme extrêmement diverse et en constante diversification de ce qu'on appelle aujourd'hui des organes. Et ça nous amène, aussi paradoxalement que ça puisse paraître là aussi, à regarder non pas vers l'avenir, mais vers le passé. C'est-à-dire à la thèse que je voudrais défendre, c'est qu'un organe, c'est aujourd'hui, en tout cas face à ces dispositifs, un organe doit être de plus en plus réentendu au sens de ce que les Grecs entendaient par le mot organon. Le mot organon, évidemment, on entend organe, mais pour les Grecs, organon, c'était avant tout l'outil. Dans la Grèce archaïque, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 5e, début du 4e siècle avant Jésus-Christ, organon n'avait jamais désigné la partie du corps. C'est l'outil de l'artisan. On trouve chez Platon
Donc à la toute fin du 5e siècle, dans le Timée, donc c'est un texte, dialogue tardif, le mot organon, une seule fois employé pour désigner les organes des sens. Dans le corpus hippocratique, donc là aussi c'est pareil, fin du 5e siècle, début du 4e, on trouve employé le mot organon, mais rarement, c'est avec beaucoup de parcimonie. C'est chez Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, que l'analogie entre les organes au sens biologique du terme et les outils, les parties du corps et les outils ou les pièces de machine est bien établie. Et donc cette ambiguïté, ce qu'on tend à percevoir nous comme une ambiguïté au niveau de l'organe, est une chose qui apparaît au IVe siècle dans le contexte de la philosophie aristotélicienne. Et nous entendons dans cette ambiguïté une conjonction de deux réalités différentes. C'est-à-dire que Aristote aurait établi une analogie entre deux choses bien séparées, les organes d'un côté, biologiques, et les outils de l'autre. Alors que pas du tout. En réalité, les Grecs n'entendaient pas du tout d'ambiguïté dans ce terme et concevaient véritablement les parties du corps et les outils comme étant strictement la même chose. À penser sur le même plan, c'est-à-dire non pas comme deux réalités radicalement séparées, deux ordres de réalité susceptibles d'être conjoints par une analogie, mais comme deux réalités sur le même plan le long d'un continuum entre deux extrêmes. Pour illustrer cela, et par un exemple très contemporain, un troisième et dernier témoignage, si vous permettez, celui de Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy, philosophe et transplanté du cœur. Philosophe et transplanté du cœur, et qui a vécu plus de 20 ans avec un greffon, avec toutes sortes de complications. Et Jean-Luc Nancy a écrit un petit livre tout à fait passionnant sur son expérience de transplanté du cœur, qui s'appelle L'intrus. Et donc on peut comprendre, selon ce schéma bicouche du corps, que l'intrus, c'est le monde de l'ingénieur qui fait irruption dans le domaine des organes, dans l'intériorité du corps. L'intrus, c'est le greffon. Ce n'est pas ce que dit Nancy. Nancy dit que l'intrus, c'est d'abord le cœur qui défaille. Et Nancy précise, avant la défaillance cardiaque, avant de tomber malade, en quelque sorte, je n'avais pas de cœur. Le cœur, ça n'existe pas un cœur, tant que tout va bien. C'est quand ça commence à dérailler que je découvre que j'ai un cœur, et que je découvre que j'ai un cœur qui dysfonctionne, c'est-à-dire que je découvre que j'ai un mauvais instrument qui ne me permet plus de faire ce que je faisais avant. Si je faisais de l'alpinisme, j'avais besoin de toutes sortes d'instruments. J'avais aussi besoin d'un cœur, mais je ne le savais pas. Aujourd'hui que je ne peux plus faire d'alpinisme parce que je suis tombé malade, je découvre que j'avais un instrument dont j'ignorais l'existence et qui m'était absolument indispensable. Je découvre que j'avais un instrument qui fonctionnait comme un bon instrument et qui s'est mis à dérailler. Autrement dit, l'expérience de l'intrusion, pour Nancy, c'est avant tout l'expérience du devenir instrument, et en l'occurrence mauvais instrument, de quelque chose qui n'existait pas du tout, qui était un organe, et qui apparaît rétrospectivement comme cet organe, instrument, qui fonctionnait bien et qui se met à dérailler. Le devenir instrument dysfonctionnant de l'organe. À l'autre bout du spectre, ce que vous venez d'entendre de Cécile, c'est-à-dire comment amener l'instrument, instrument qui fait entrer en ligne de compte des problématiques qui ne sont pas celles du vivant, celles de la réglementation, par exemple, celles des matériaux, on l'a vu tout à l'heure, excellent exemple de la radiologue. L'ingénieur choisit des matériaux pour des propriétés intéressantes et il se trouve que ces matériaux vont faire obstacle à des tâches curatives, thérapeutiques, fondamentales, comme le traitement par radiothérapie. Donc ce genre de considérations totalement étrangères au monde biologique au départ font partie intégrante de ce qui définit cet instrument particulier en construction qu'est un organe artificiel et qui est en route vers l'organe. Comment l'instrument peut-il se mettre en route vers l'organe? Jean-Luc Nancy, c'est comment l'organe devient un instrument. L'instrument artificiel, l'organe artificiel, c'est comment un instrument peut se mettre en route vers l'organe jusqu'à la circulation extracorporelle, provisoire ou permanente, comme dans le cas de la dialyse, ou la transplantation proprement dite. On est là sur un continuum. Il n'y a pas de différence. Ou plutôt, il y a une différence, mais de degrés. Ce qui amène à deux considérations, me semble-t-il. Premièrement,
du côté de l'ingénieur, on voit bien qu'on est extrêmement loin de cette vision simpliste de l'ingénieur par laquelle j'ai commencé, et que l'ingénieur, si la question n'est plus de savoir comment fabriquer une pièce de machine sans implications éthiques, et c'est ce qu'assument les ingénieurs, Sharp le dit. Les ingénieurs, tous disent, mon travail n'a pas de dimension éthique. Je fabrique une pièce, il appartiendra aux médecins, il appartiendra aux usagers de cette pièce de définir les conditions éthiques de son utilisation. Mais moi, je ne suis pas concerné par les questions éthiques. On voit bien que si on définit la construction d'organes, la reconstruction d'organes, non pas comme la fabrication d'une pièce détachée, mais comme la fabrication d'un instrument de vie, qui peut être plus ou moins bon, entre directement dans la conception de ces dispositifs des considérations éthiques réglementaires, c'est-à-dire des considérations qui ne sont pas celles du vivant en tant que tel, mais qui doivent être intégrées dans le processus de conception pour que ça puisse espérer devenir un bon instrument, au même titre que, manifestement, il faudrait faire entrer dans la conception de ces dispositifs une préoccupation pour la capacité des matériaux à ne pas gêner la radiothérapie. Et on peut évidemment étendre indéfiniment la liste des spécifications que devrait avoir cet instrument pour devenir un bon instrument. Un bon instrument au service des radiologues et in fine un bon instrument au service du patient. Donc l'éthique n'est pas ce qui vient de l'extérieur selon ce modèle bicouche, selon ce modèle dual du corps, n'est pas ce qui vient de l'extérieur orienter et guider le travail de l'ingénieur. Les considérations éthiques réglementaires ou d'autres considérations qui ne sont pas des considérations strictement biologiques font partie intégrante, sont internes au dispositif lui-même. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et je terminerai sur cette note un peu provocatrice, je dirais qu'il n'y a aucune différence d'essence sur le plan éthique, aucune différence substantielle entre un organe artificiel ou bioartificiel, un greffon et un organe natif. Nous avons affaire à un continuum qui peut être évalué éthiquement de façon différenciée, bien sûr, qui peut être évalué éthiquement de façon différenciée. Je donne un exemple très simple qui m'est venu à l'esprit ce matin. Vous avez certainement, pour la plupart d'entre vous, entendu parler de la transplantation d'un cœur de porc génétiquement modifié chez un patient américain au début de l'année. Ce qui peut poser tout un tas de questions. Eh bien, si l'on entend le mot grec organon, il n'y a aucune différence de nature, aucune différence substantielle entre ce cœur de porc greffé et le cœur natif. Il y a une différence dans l'évaluation de ces deux dispositifs au regard de leur capacité à être de bons ou de mauvais instruments de vie. Et éventuellement aussi au regard d'autres préoccupations qui ne concernent pas l'instrumentalité, le fait d'être un bon ou un mauvais instrument, mais par exemple des considérations d'éthique animale, bien sûr. Et ici, le problème de l'éthique médicale, le problème de savoir si on fabrique ou pas de bons instruments de vie pour les destinataires, pour les patients, croise des problématiques d'éthique animale. Les dispositifs peuvent croiser aussi des préoccupations d'éthique environnementale, comme quand en suppléance rénale, on se demande comment faire évoluer la dialyse vers une dialyse verte. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de fournir de bons instruments, mais aussi de ne pas consommer trop d'eau, etc., etc. Donc on a affaire à une panoplie de dispositifs, un continuum de dispositifs, depuis la pièce de machine jusqu'à l'organe natif, tout un continuum le long duquel on va trouver des entités qui résultent de la composition de trajectoires, trajectoires biologiques, trajectoires réglementaires, questions éthiques, trajectoires des matériaux et des conditions d'extraction de ces matériaux à l'échelle de la planète, éthique animale, etc., etc. Donc des compositions de trajectoires qui font qu'on est incapable, je pense, de fixer des différences d'essence, des différences substantielles entre ces différentes entités pour figer la réflexion éthique. Merci.